Alors, pour le sujet de la soirée, merci, nous allons parler, dans cette partie-là, justement, de la pénurie de médicaments. Vous avez sûrement déjà entendu parler, ou du moins avoir des échos, parce que, bien que le sujet soit d'actualité, euh, il est assez peu traité. On y revient, on le notifie un petit peu comme ça dans les journaux, et on revient ensuite directement sur d'autres sujets. Enfin, l'actualité ces temps-ci est très mouvementée. Ça fait aussi que beaucoup de choses passent sous les radars. En fait, quand j'ai vu ce post, ça m'en avait rappelé un autre, mais c'était pas exactement les mêmes chiffres, donc j'ai tiqué sur d'inquiétantes pénuries pour 4000 médicaments, donc 4000 types de médicaments, s'accentuent à l'approche de l'hiver. C'est Nicolas Vidal qui a lancé l'info. Mhm, Donc, Nicolas Vidal qui est le représentant de Putsch Media, mhm. un média indépendant. Oui. Malheureusement, l'article est réservé aux abonnés, donc on ne peut pas le consulter, mais en fait, quand on commence à creuser le sujet, on remarque qu'il est traité en grande partie, mais pas vraiment comme on le pense. Commençons par celle-ci. Notre dépendance envers la production asiatique est à l'origine de plus d'un tiers des pénuries de médicaments. On voit notamment, j'ai envie Mhm. Vas-y. d'ajouter un point. On a vu notamment pendant la crise du Covid, qu'il y avait eu déjà des problèmes. Enfin, la crise du Covid avait mis en lumière C'était un justement révélateur, un justement. révélateur. Mhm. Et notamment, on avait pris, enfin à l'époque, ce qui était incroyable, c'est qu'il y avait une pénurie de. On a frôlé la pénurie de paracétamol pendant le Covid. Il me semble qu'il y en a eu quand même. Il y a eu une Ensuite, il y pénurie en a eu par. une Hmm. après le Covid, lorsque la situation mondiale était censée se rééquilibrer. Comme la production de masques, dit la Prince. Oui, enfin, les masques ne sont pas nécessaires à la vie, Non, malgré c'était ce une que... mauvaise gestion des stocks là, la production des masques. Parce Non, qu'en fait, les masques étaient là. enfin, ils voyageaient. Non, non, ils étaient là. Oui. Mais ils dataient de l'époque Ah, de ils la tombaient grippe en... aviaire et de notre chère Roselyne Bachelot. Mhm. Et sauf que le problème, c'est qu'en fait, comme tout produit, un masque a une date limite de consommation. Mhm. Et les masques avaient pourri ou avaient moisi. Il y a Et ça. en fait, donc, le stock, on avait effectivement un stock, mais pas utilisable. Mhm. Donc en fait, Mais les masques ne sauvent pas la vie. Enfin, à un moment donné, au début, le gouvernement a dit que ça ne servait à rien. Ensuite, a dit que c'était obligatoire. Et ensuite, a dit que ce n'était plus obligatoire. Il y a eu un roulement de la réalité, en fait. Mais la production de masques, c'est qu'un tout petit exemple. Par pénurie de médicaments, on entend avant tout les médicaments génériques, ceux qui sont les plus vitaux, en fait. On a déjà, de 2021, un intéressant exemple. Euh, il faut savoir que lorsqu'on a ouvert au marché mondial la production de médicaments, et que dans les années 90, il y a eu une loi enfin, un traité international qui avait passé les, les brevets médicaux à une certaine limite. oui, ils ont un nombre d'années avant d'être rendus publics. C'est pour ça. Dans les années 80-90, la production de médicaments a commencé à alors apparaître en Inde et en Chine. C'était pas facile au début parce que ben, justement, il faut avoir une certaine expertise dans le domaine de la manipulation chimique et avoir les matières premières nécessaires pour les transformer. Mais jusqu'aux années 2000, l'Asie s'est renforcée, et à partir des années 2000, jusqu'aux années 2010, c'est l'Inde et la Chine qui sont devenus les maîtres du jeu. Et on a eu plusieurs entreprises européennes qui ont simplement délocalisé leur production de médicaments génériques, parce que ce sont ceux qui coûtent le moins cher à la vente, en Asie. Donc, ils étaient produits correctement, et en Europe, on a conservé juste la production des médicaments de pointe, la recherche. C'est un peu pareil que ce qui s'est passé aux États-Unis, même s'ils ont conservé aussi sur leur territoire une certaine production des principes actifs qui sont nécessaires pour les médicaments de base. Là où en Europe, on s'est débarrassé de toute cette partie-là. On fait pratiquement plus la recherche et de l'innovation dans le domaine médical en Europe, mais pas la production de base. Celle pour les gens comme lui, moi, ils vont aussi.
Ici, on a déjà un petit documentaire qui présente justement les failles de ce système d'être en fait dépendant de l'Asie. Pour fabriquer leurs médicaments, les industriels français sont très souvent tributaires de fournisseurs asiatiques, parfois uniques. Une dépendance à l'origine de plus d'un tiers de nos pénuries. Sur une pénicilline qui est extrêmement prescrite à l'hôpital, le principal fournisseur est chinois. Et malheureusement, donc l'année dernière, l'usine de ce chinois a explosé, si bien que pendant 1 an, il n'a pas pu produire et le monde entier, en fait, a été en pénurie avec cet antibiotique parce que le fournisseur européen qui restait n'a pas pu subvenir aux besoins énormes, je dirais, de la planète entière. Face aux ruptures d'approvisionnement, les hôpitaux constituent-ils des stocks suffisants? Retour au CHU de Toulouse, où Dorothée Pécani veille sur les réserves de traitements essentiels, comme le mycobutin, un médicament contre les infections pour les malades atteints du sida. Et on a 70 jours de stock en mycobutin. Pour moi, c'est bien. 2 mois et demi, ce n'est pas si mal, mais insuffisant, car les pénuries durent en moyenne 3 mois et demi. Donc là, l'amoxicilline, 50 jours de stock sur ce produit-là. Moins de 2 mois pour cet antibiotique injectable. Selon Dorothée Pécani, la politique des stocks des hôpitaux souffre d'un manque de prévoyance. On avait fait une étude il n'y a pas longtemps en se disant que si on augmentait rien qu'à 3 mois nos niveaux de stock de certains produits, on passait à côté de la moitié des ruptures pour lesquelles on est en rupture actuellement. Donc c'est au niveau du budget de l'hôpital. Ouais. On a un budget prévisionnel sur les médicaments avec un pourcentage d'évolution qu'il faut qu'on maintienne et qui nous est imposé par le ministère. Vous voyez, c'est en partie l'État qui dit quels doivent être les stocks qui doivent être maintenus pour pouvoir éviter toute forme de pénurie. Ce reportage date d'il y a 2 ans. Oui, donc on est en plein Covid, en fait. Oui. Donc c'est là où les chaînes d'approvisionnement, on a remarqué à quel point en fait étaient importantes et où on a souligné en fait, on a trouvé l'origine par exemple ici, c'était l'usine d'un propriétaire chinois précis. Les réseaux en fait d'approvisionnement de médicaments sont assez flous, c'est difficile de les remonter celle-là. Même si tout est censé être transparent, etc. Lorsqu'il y a pénurie, tout d'un coup, on a du mal à savoir d'où vient exactement la pénurie. Là, c'est un événement très localisé. Et notez aussi qu'en 2020, il parlait de près de 2500 médicaments qui étaient en difficulté d'approvisionnement. Ces chiffres changent en fait. Ensuite, un bon article de La Voix Nord Littoral sur la pénurie de médicaments. Un instant. Cet article est plus récent, un instant. Voilà. Aujourd'hui, on est à 4000. Les pharmacies européennes sont, cette année encore, confrontées à des pénuries de médicaments. Quotidiennement, les officines doivent remuer ciel et terre pour trouver une solution pour les patients. Tous les jours, on est obligé de faire des recherches pour essayer d'assurer le suivi des traitements des patients. On essaie quand même de trouver des alternatives quand il y en a. On essaie de se dépanner entre collègues si c'est possible. Et vraiment, dans les cas les plus compliqués, ben oui, là, on doit dire non. On doit renvoyer vers le médecin pour qu'il change éventuellement le traitement si c'est nécessaire. L'Agence nationale française de sécurité du médicament et des produits de santé a recensé l'année dernière plus de 3700 déclarations de rupture ou de risque de rupture de stock. Pressée par les États membres, la Commission européenne a présenté mardi une série de mesures pour éviter toute pénurie. Elle propose le lancement immédiatement d'un mécanisme européen de solidarité volontaire en matière de médicaments. For this winter, we're... Un instant, on va passer sur celui-là, parce qu'on y reviendra ensuite.
Quand ils cherchent une explication, ils parlent d'une pénurie qui s'explique par le système de production des médicaments matures, antibiotiques ainsi, dépendant de 60 à 80% des importations en provenance de la Chine et aussi d'Inde. C'est pas exactement précisé ici. Mais vous comprenez, ils disent qu'un tiers des médicaments a pour... un tiers des pénuries de médicaments a pour origine l'approvisionnement en Asie, mais c'est pas qu'on importe un tiers, on en importe plus de 80% maintenant. Des médicaments, notamment justement les plus basiques, les antibiotiques, les produits d'anesthésie, etc. C'est l'Asie qui nous fournit la base de notre médication actuellement. Les médicaments de pointe, eux, sont effectivement produits en Europe. Mais pour la population, pour le temps des brevets, en fait, on en revient à ça. Le temps des brevets, ils sont produits en Europe et après, pour et ensuite, ils passeront... En fait, c'est un peu, le temps des brevets, c'est un peu la phase d'expérimentation du médicament. Et une fois que c'est validé, la production de masse, elle est faite en Asie, quoi. Oui, mais justement, ce qui est important, c'est que justement les médicaments génériques sont ceux qu'on a le plus besoin. Oui, oui. Et elle est expédiée justement dans Je vois Vagabonde, elle a écrit oui à la solidarité européenne, non à Attends, elle a écrit déjà un commentaire avant. Ça me semble assez facile de mettre la responsabilité sur les hôpitaux et leur gestion des stocks. S'il y a un manque, impossible de se fournir à l'avance, sans parler des budgets. C'est ça. Là, la vidéo qu'on en avait vue présentait en fait que s'il y avait une façon d'un peu mieux s'organiser, on pourrait ne pas avoir de pénurie. Mais c'est déjà le système, la façon dont on se fournit qui pose problème au niveau de tout le pays. Ensuite, Vagabond a dit oui à la solidarité européenne, non à relocaliser la production en Europe. C'est le monde à l'envers. Encore une fausse solution avec zéro action à la clé. Ah, effectivement. Mais certains officiers remarquent qu'il y a un problème et qu'il faut y réagir. Il faut bien tout contextualiser pour marquer comment ça fonctionne. Le problème, c'est est-ce qu'on va pas continuer dans ce sens-là à partir du moment où ils vont déléguer en fait la politique européenne à l'OMS en fait. Oui. D'abord, ça va se passer au niveau de la France, ensuite au niveau européen et ensuite l'OMS pour l'Organisation mondiale. Passons à celui-ci. Ça, c'est les chiffres actuels. C'est cette année. L'amoxicilline et la cortisone, la pénurie de médicaments, touchent environ 4000 produits en France. La France est régulièrement touchée par les pénuries depuis 10 ans. Si certaines ruptures de stock sont ponctuelles, d'autres sont plus problématiques car elles s'inscrivent dans la durée. C'est un problème maintenant qui revient. Ça devient dramatique. Dans une interview de France Info, le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, Pierre-Olivier Vario, a alerté sur la pénurie actuelle de médicaments. Près de 4000 produits sont actuellement en rupture de stock ou en risque de rupture. Faites attention aux chiffres. On a parlé de 2500, là on parle de 4000. Maintenant passons à un élément d'actualité un peu plus simple. TF1 ne nous aide pas trop, mais on va quand même leur faire honneur. Voici un reportage assez court, mais bien fait. Petit modèle. Pour désinfecter une plaie, Christina a besoin d'un savon antiseptique, mais mauvaise surprise. Donc le Septivant, ça manque. C'est national, c'est dans toute la France. Les pharmacies ont toujours connu des difficultés d'approvisionnement. Ces dernières semaines, c'est encore pire. Il y a des sirops, il y a des pastilles. Vous avez vu devant vous, c'est l'antiseptique Septivant qui est le plus courant, qui est prescrit par les médecins parfois. Cette fois, un équivalent est disponible, mais ce n'est pas toujours le cas. Avant-hier, je dormais pas, quoi. Cette cliente a mal au dos. Il a fallu appeler son médecin pour substituer le médicament manquant. On remplace par l'ibuprofène, mais ça reste un anti-inflammatoire. J'espère que ça marchera pareil, en fait. Oui. C'est juste un lumbago, en fait, mais voilà, on aimerait bien être soigné tout de suite, quoi. Ou juste soulager la douleur. Et là, c'est pas possible. Non. 85 référents sont en rupture de stock dans toute la France, parmi elles du paracétamol, des hormones de croissance, des antimigraineux ou encore de l'amoxicilline. On n'a jamais eu de rupture à ce point sur ce sirop et là c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'un enfant qui vient avec une prescription, aujourd'hui voilà, on a un stock pour l'honorer mais on ne peut pas en recommander. Ces ruptures sont principalement causées par des manques de matières premières et des capacités de production insuffisantes. Seule solution, constituer des réserves dès que les produits sont disponibles. On est forcé d'essayer de stocker un peu plus, alors c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on surstocke un peu
ce qui déstocke encore plus les grossistes répartiteurs et on crée d'autres pénuries ailleurs. Mais moi, j'essaye localement d'avoir les traitements pour mes patients. Et s'il lui manque un produit, il conseille à ses clients de se rendre à l'étranger, plus cher, mais disponible immédiatement. Alors, vous voyez, Qu'est-ce qui... Attends. À la fin, ils disent quelque chose. Est-ce que tu as la réponse? Ils disent d'aller se fournir à l'étranger. Plus cher. Ils parlent de quoi? Pourquoi il y a d'autres pays qui sont favorisés par rapport à d'autres? Notamment les États-Unis, les pays qui ont une grande zone d'implantation avec les États-Unis, parce que les États-Unis produisent leurs médicaments génériques encore. D'accord. Mais vous voyez, c'est une urgence qui... Attendez. 3 novembre 2022. Ah oui, donc ça, c'était il y a déjà un an, en fait. Vous voyez le problème urgent qu'il faut résoudre, et il a déjà un an. Donc, en fait, non, on a... Ah voilà, ça, c'est l'article d'actualité. Il devrait être bien différent, parce qu'entre-temps, on a dû prendre les mesures qu'il fallait. On constatait des dizaines de médicaments sont aujourd'hui introuvables dans de très nombreuses pharmacies. Il y a quelques semaines, le ministre de la Santé avait promis la création d'ici fin mai, nous y sommes, d'une liste de médicaments dits prioritaires. Cette liste est-elle toujours d'actualité? Joséphine de Franqueville et Bichente Akala. Ce client a dû faire 2 pharmacies ce matin pour trouver son traitement. À la pharmacie, ils sont rupture de stock, d'accord? Ils ont téléphoné ici, que je connais bien aussi, et là, le médicament, ils l'ont, donc je vais venir le chercher. Les pharmaciens font face à une pénurie généralisée qui dure depuis des mois. C'est 10 par matinée qu'on refuse. Quand on reçoit notre commande, on a des pages et des pages de produits en rupture de stock qu'on ne reçoit pas. Des corticoïdes, des antiépileptiques, des crèmes et surtout cet antibiotique, parmi les plus courants. De l'amoxicilline pour un gamin qui a une otite, c'est pas normal qu'on n'en ait pas. Début mai, le ministre de la Santé avait pourtant promis une solution. Comme je m'y suis engagé, je présenterai d'ici la fin du mois une liste de médicaments critiques. Nous sommes le 30 mai. Nous avons donc demandé ce matin des nouvelles de cette liste au porte-parole du gouvernement. Il devait y avoir une liste donc, des 100 médicaments. Alors, pardon, qui, je ne sais pas quand la liste des 100 médicaments sortira, mais je peux vous dire que c'est de toute façon du travail continu en temps réel et dans l'anticipation surtout. La mesure est repoussée au mois de juin. Cette liste est pourtant très attendue, notamment dans les hôpitaux où depuis des mois, les soignants manquent chaque jour de médicaments et d'anesthésiants, notamment pour la réanimation. On l'attend avec impatience. Cette liste devrait permettre d'avoir un niveau de stock obligatoire d'au moins 2 mois. Les laboratoires devront garantir ce stock de première nécessité et donc sécuriser l'approvisionnement. Les matières premières manquent, la demande mondiale augmente et le moindre détail peut perturber l'acheminement. Par exemple, actuellement, nous souffrons de difficultés d'approvisionnement en aluminium. Et l'aluminium est essentiel parce qu'il sert à faire les blisters qui protègent les médicaments, qui sont aussi un élément de la stabilité des produits. Une concertation au niveau européen avec des normes et des commandes en commun permettrait aussi de peser sur le marché mondial du médicament. Alors, vous voyez, le reportage, ils ont 1 an de différence, les problèmes sont exactement les mêmes. Même les médicaments qui manquent, c'est aussi les mêmes qui se répètent. Donc, même avec la prévoyance, etc., on n'arrive pas à suivre la pénurie. On n'arrive pas à la contrer, même si elle revient. Vous marquerez 2500 médicaments qui manquaient il y a 3 ans, 3000 l'année dernière, 3500 l'année dernière, 4000 cette année, ça va crescendo tout ça. Et la proposition du gouvernement, c'est de créer une liste de 500 médicaments d'urgence. Mais on est déjà dans les mesures d'urgence, en fait. Vous voyez, à défaut d'approvisionnement, d'abord, on essaie d'utiliser des ersatz ou des substituts. On essaie, entre pharmaciens, de se renvoyer les clients selon les stocks dont on dispose. Mais ils fonctionnent déjà sur des mesures... Oui, ils sont en flux tendu, quoi. On est à la limite de la pénurie sèche, quoi. Et ça ne fait que grandir. Il y a un truc qui me rassure quand je vois Olivier Varian. Oui. C'est que je me dis, c'est mieux qu'il soit ministre de la Santé qui pratique au moins et tue personne. Parce que il n'a pas l'air d'être un très bon médecin quand... Il n'a pas l'air d'être un très bon ministre
Enfin, non plus. En fait, le fait qu'il soit ministre met en lumière qu'il est mauvais médecin, je pense. Donc c'est peut-être pas plus mal qu'il soit au ministère. Oui, mais du coup, il pratique aussi bien son ministère que la médecine. C'est ça. On a eu beaucoup de commentaires à l'instant. Et c'est celui-là. Oui, la solidarité européenne, non, à relocaliser la production en Europe, c'est le monde à l'envers, encore une fausse solution avec zéro action à clé. Et la solidarité a ses limites. Il y a 3 ans, quand on a aidé la Chine, par exemple, avec les masques et autres, c'est mis nous-mêmes en difficulté. Ce serait vraiment idiot de ne pas apprendre de ces erreurs. Vagabond, par rapport à ça, il me semble pas que sur les masques avec la Chine, c'est plutôt la Chine qui nous fournissait, en fait. Non, on avait envoyé, la France avait envoyé un stock de masques périmés en Chine au début de l'épidémie pour dire qu'elle soutenait la Chine dans son action contre la propagation du Covid-19. Ça avait très vite disparu parce que ça n'avait pas grand intérêt. Pour la Chine, c'était un stock ridiculement petit. Et très vite, les masques, le gouvernement a avoué que c'était une idiotie de les envoyer quand on avait besoin, sans toujours dire que les masques étaient déjà périmés. D'accord. Oui, mais créer une liste, pourquoi? Ça ne changera pas grand-chose. À la situation, le dindon de la farce, c'est encore mieux. C'est ça. C'est là qu'est le nœud du problème. On a externalisé totalement notre production des agents actifs à l'étranger. Avant, à peu près chaque pays pouvait lui-même faire ses médicaments. Il y a encore même 150 ans, chaque pharmacie faisait ses propres médicaments et éventuellement pour certains spéciales. Oui, c'était à la base le métier du pharmacien de créer ses médicaments. Oui. On a de plus en plus centralisé. Après, on a externalisé la production. C'était difficile de trouver... Qu'on appelait jadis apothicaire. Ouais. C'était un temps lointain. Un temps lointain. Mais je n'ai pas trouvé de vidéos, d'articles précisément qui en faisaient, mais quand on creuse un petit peu, par exemple, Sanofi, que tout le monde connaît en France, dans les débuts des années 2000, le siège social, lui, est resté en France, mais la production massive des génériques a été envoyée en Asie, en Chine. Alors, vous voyez, en fait, il y a les deux choses. On a externalisé toute la production en Asie, ce qui fait que on ne peut pas avoir de mauvaises relations avec l'Inde et la Chine. C'est vital maintenant. Dans le sens le plus clair du terme, il en va de la santé des Français, d'avoir de bonnes relations avec l'Inde et la Chine. Ce qui explique peut-être pourquoi Macron fait autant de lâche avec le président indien. Oui, mais on a autorisé ces grands pays à prendre la santé des Français en otage. Pourtant, leurs capacités de production ont augmenté, mais l'Europe est moins bien servie, et la France en particulier. Donc, vous avez vu, les pénuries depuis le Covid, bien qu'on ait pris conscience qu'il y avait un problème, loin que de résoudre le problème, il s'agrandit d'année en année. Et donc, le gouvernement a dit qu'il allait prendre des mesures. La première mesure a été faite de créer une liste de secours, une liste des 500 médicaments les plus urgents à avoir en stock. Mais on a vu que c'était pour des stocks avant tout de 2 mois. Non, puis bon, c'est un peu la solution la solution du pauvre, tu vois. Dans ces 4000 médicaments, s'il y a rupture de stock, c'est qu'il y a une demande. Ouais. Donc, c'est ça les calculs, comme pour le chômage du gouvernement. Il y a un besoin actuel au minimum de 4000 médicaments, et le gouvernement dit, d'accord, 500 médicaments. Nous avons un très bon gouvernement qui s'est bien compté ces temps-ci. Vagabond dit, j'ai envie de dire, à force on a l'habitude, quel que soit le type de production, c'est pas nous qui gérons. Alors, le gouvernement n'est pas totalement stupide, il veut relocaliser une partie. Et donc on va passer sur le site du gouvernement que l'on aime tellement bien fréquenter, gouvernement.fr. Bon, c'était une promesse aussi de Macron, ceci dit. C'était l'une des promesses de Macron. Celle-ci. À l'occasion d'un déplacement en Ardèche le 13 juin, le président de la République a annoncé la relocalisation de production de médicaments essentiels pour agir contre les pénuries.
Le médicament n'est pas un produit comme les autres. Ça, c'est vrai. On est parfaitement d'accord. C'est un éclair de lucidité incroyable. C'est bien que ce soit mis en gras au début de l'article. Sinon, on pourrait avoir des doutes. Or, les crises successives depuis 2020 ont révélé des dépendances françaises, notamment en matière d'approvisionnement de médicaments essentiels. Relocaliser la production de médicaments essentiels. Pour y remédier, le président Emmanuel Macron a annoncé la relocalisation de la production des médicaments essentiels à l'occasion du déplacement en Ardèche. Afin de prioriser ces efforts de relocalisation, une cinquantaine de médicaments essentiels sur lesquels la France est plus dépendante des importations extra-européennes ont à ce stade été identifiés. Sur cette sélection, la moitié verra la production relocalisée ou augmenter significativement sur le territoire national d'ici 5 ans. Alors, on sait que c'est actuellement 4000 qu'il nous faut. Il a dit qu'il ferait une liste pour 500 médicaments essentiels. Sur ces 500, 50 vont être à nouveau relocalisés en France pardon, pas 50, c'est 50 devront être faits, et sur ces 50, seulement la moitié, donc 25 médicaments, sur 5 ans. Est-ce qu'il veut que son électorat survive à son programme? Tant pis. En fait, moi, je réfléchis. Imaginons, tu vois, le prochain président qui récupère la France après Macron. Il va passer s'il fait un quinquennat, et le problème, c'est que ça risque d'être le quinquennat, en fait, du siège éjectable, je pense. Parce qu'il va passer son temps à devoir gérer des situations de crise que Macron lui-même a créées. Macron lui-même. Oui, attends, oui. Toutes ces crises-là ont lieu pendant la période Macron. Donc, juste le calcul vite fait. Hein. On a besoin de 4000. On nous en promet 25. Ça fait qu'il garantit que 1/160e de la production nécessaire sera faite en France. La Startup Nation. On y est. Attends, 1/160e. Et la suite de l'article, ce sera soutenu avec des projets depuis 2020 par le gouvernement, ainsi que 8 nouveaux projets de relocalisation annoncés ce jour, qui seront détaillés dans les semaines à venir pour un investissement total de 160 millions d'euros. Ouais, mais 160, ça revient, il y a peut-être un chiffre magique. Agir contre les pénuries. Enfin, pour identifier précisément les médicaments et les principes actifs dont la relocalisation de la production française est prioritaire, une liste de près de 450 médicaments essentiels, insuline, paracétamol, amoxicilline, a été présentée par le ministère de la Santé et de la Prévention. Cette liste s'inscrit dans un cadre plus large d'action contre les pénuries, sera enrichie, complétée et modifiée en fonction des pratiques ou du contexte sanitaire. Le contexte sanitaire, c'est la crise. Hein. Là, c'est généralisé. C'est sur toute la France. Mais ne vous en faites pas. Dans 5 ans, on aura 25 médicaments qui seront bien produits sur le territoire. Promesse de Macron. Donc, on voit déjà que le gouvernement français... C'est quoi, il serait capable de même pas la réaliser, cette mesurette. Mais c'est vrai, si on n'a pas d'insuline, l'insuline, c'est vital. C'est vital, ouais. Même l'amoxicilline, c'est vital. Paracétamol, bon, c'est un antidouleur. Si t'en as pas, bon, tu souffres. Tu souffres. Non, mais peut-être qu'on fait quelque chose au niveau de l'Union européenne. Comme par exemple... Non, mais je sais, c'est tiré sur l'ambulance, mais là, c'est dans le sujet. Après des consultations intensives, je finalise l'élaboration d'amendements sur la révision de la législation pharmaceutique. Au nom de Renew Europe, je défendrai avec Frédéric Ry le renforcement d'une Europe du médicament attractive, soutenable et durable. Poste de Catherine Amalric. Quand j'ai vu ça, j'ai voulu savoir de quoi il s'agissait, parce que, non, peut-être que la France ne gère pas parce que c'est géré au niveau européen. Que les médicaments génériques, les produits les plus vitaux soient faits en Europe. Ouais, peut-être, tu vois, c'est 25 en France, 25 en Allemagne, 25 en Italie, 25 en Espagne, oui, et ensemble, on fait les 500. Du coup, ben, on a vérifié ce qu'il y a dans ce projet.
Législation pharmaceutique, le Parlement européen partagé sur la proposition des révisions des règles de l'UE. Les membres du Parlement européen, ils sont géniaux, ont accueilli favorablement la proposition d'une révision du cadre réglementaire de l'Union européenne pour les produits pharmaceutiques lors d'une discussion la semaine dernière, mais ils ont tout de même critiqué certains aspects des nouvelles règles. Globalement, ces nouvelles règles, c'est pousser la recherche et l'innovation sur le territoire de l'Union européenne, faire plus de recherche pour les maladies rares et le développement des traitements qui vont avec, la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, même si là il y a déjà controverse, et c'est tout. Il n'y a aucune proposition sur la relocalisation de la production des principes actifs pharmacologiques sur le territoire de l'Union européenne. Ici, c'est juste relancer le marché de la pharmacologie en Europe par de la recherche et développement. Mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème depuis 20 ans maintenant. Donc, Emmanuel Macron a le mérite de vouloir implanter d'ici 5 ans 25 médicaments parce que l'Union européenne ne va pas le faire. On est en fait un pays très ambitieux pour l'Union européenne. Mais après, tu vois, le côté pervers aussi de l'Union européenne, c'est qu'ils vont estimer que la France dépense trop. Oui, en plus, c'est contre les lois de marché de favoriser la production sur place. Et ça va pas aller s'améliorant. La courbe des médicaments qui nous manquent ne fait qu'augmenter. Peut-être que dans 2 ans, ce sera 5000 médicaments, peut-être que ça. Donc, le problème, il est là. Les reportages TF1 sont très pro-environnement parce qu'ils sont recyclables. Vous pourrez les mettre dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ce sera les mêmes choses. Sauf le nombre qui augmentera. Non, mais en même temps, peut-être le projet du gouvernement, c'est que le nombre de malades diminuera par sélection naturelle, donc ça s'équilibrera après 5-10 ans, mais voilà, la situation de l'approvisionnement médical en France est compromise depuis des années, mais il n'y a aucune politique actuellement qui va permettre de sortir de cela. On ne peut pas obliger les grandes firmes pharmaceutiques françaises ou même de l'Union européenne à relocaliser leur production. Si on pourrait. Ils ne le font pas. C'est contre apparemment les règles de l'Union européenne de vouloir assurer la survie sanitaire à ses concitoyens. Pourtant, quand tu te rappelles la vidéo de Next Gen UE, justement volé justement sur ça, sur la vidéo, où tu vois justement les chaînes de production pharmaceutique. Ils nous mentiraient. C'est le moment des commentaires. Comment est-ce que vous ramèneriez les médicaments en Union européenne? La seule chose qui... Bah en fait, tout est politique, en fait, encore une fois. On peut contraindre les entreprises, si on voit que c'est une nécessité de la santé, c'est quand même un bien commun, c'est un bien public. Apparemment, c'est un bien de spéculation. C'est un bien de spéculation, mais bon, le problème, c'est qu'après, oui, non, il y aura toujours des médicaments pour les gens très riches, sur les pharmacies de riches. Mais c'est le site du gouvernement qui dit que le médicament n'est pas un produit comme les autres. C'est vrai, il n'est pas là. Il est absent. Cette crise qui a été mise en lumière par le Covid-19, par la crise du Covid-19, n'a pas été résolue. Elle s'enfonce et on n'a pas pour l'instant rapatrié les moyens de production. Pour l'Inde et la Chine, il a fallu à peu près 20 ans pour qu'ils puissent construire les infrastructures, avoir l'expertise du domaine chimique pour pouvoir bien les produire, une technologie que nous leur avons donnée. On a fait sauter des brevets, etc. Ils la produisent, tant mieux qu'ils produisent des médicaments. Mais pourquoi est-ce que nous, on ne propose pas les nôtres? Donc, il y a Vagabond qui dit c'est comme ça qu'on va régler le trou de la sécu. On met les malades triés par sélection naturelle dedans et on enterre une pierre de coups. C'est ça. On fait un trou et on attend. Le trou de la sécu. C'est notre tombe. Voilà. Il y a des petits reportages, mais quand on cherche la cause, etc., on tombe sur que dalle. Oui, il y a une genre d'omerta sur le sujet. On ne veut pas que ça sorte.
Parce que ce serait un vrai sujet pour le coup, plutôt que... On plante la graine, on espère que quelqu'un va la faire grandir. Il y a les États-Unis qui ont gardé une forme d'autonomie. Ils produisent assez pour eux. Mais globalement, le marché mondial est maintenant réglé par les deux géants que sont l'Inde et la Chine. Et là, on comprend aussi pourquoi ils sont intouchables sur bien des aspects. 80%... L'usine du monde. Oui. 80% de nos médicaments viennent de là-bas. Tu te rappelles, au début de l'Union européenne, c'était le début de la mondialisation. On nous disait, c'est génial, la délocalisation, ça va augmenter notre pouvoir d'achat. Et la qualité. Et la qualité. On nous a sorti des trucs sur tout. Les éléments qui nous ont été annoncés, tout est faux. Et là, on reçoit la pièce de notre monnaie. De notre dépendance, justement, à ces médicaments. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment incroyable. Et puis oui, encore une fois, est-ce que la liberté en ligne sur Internet est prioritaire par rapport à l'acheminement de médicaments pour la population? Voilà, c'est ça, c'est les ordres de valeur et de priorité qui posent problème aussi. Le fait que le sujet soit aussi peu traité alors qu'il est aussi capital, c'est aussi une indication forte. J'imagine pas à quel point il faut manipuler en haut lieu à Bruxelles ou dans le gouvernement français pour dire que non, on va juste se limiter à des demi-mesures. 25 sur 4000, c'est pas une demi-mesure, c'est demi fois combien ça? C'était 4000, liste de 500 sur 500, production de 50 sur 50, production de juste 25 sur les 5 ans à venir. Ouais, si on survit au quinquennat de Macron, ce serait déjà bien. Voilà, c'était un sujet un peu plus léger. Mais qui, comme beaucoup de sujets qu'on traite sur la chaîne, trop peu soulignés par les médias. Donc on voulait revenir dessus. Vagabond dit « L'homme aura le choix entre sécurité et liberté. Il choisira la première et n'aura aucune des deux. » Je ne sais plus qui c'est, mais je trouve ça à propos. Non, mais l'Union européenne, c'est plein de belles promesses. Si on aurait suivi le programme de l'Union européenne tel qu'il le disait, on serait dans une utopie maintenant. On serait tous riches avec des choses de meilleure qualité, etc. Alors qu'est-ce qui est cloché? Qu'est-ce que l'Union européenne n'aime pas dans le fait qu'on produise dans l'UE? Bah non, c'est la libéralisation des coquins, tu vois, comme certains l'appellent. Libéralisation des coquins, ça. C'est presque mignon dit comme ça, tu vois. Ça fait les Télétobies au gouvernement. Ah non, mais c'est ça, c'est le côté insidieux entre le privé et le politique. On l'a déjà dit, tu vois, Macron, il négocie pas sa carrière de président, en fait, c'est rien. Ce qu'il négocie depuis le départ, c'est son après-présidence. C'est là que vraiment sa carrière, elle va vraiment démarrer. Oui. Vagabonde, étonnant encore, une idéologie politico-économique qui n'a pas fonctionné parce qu'on n'a pas osé aller au bout des choses. Non mais, si vous regardez sur Twitter, c'est trop rarement mis en avant, l'un comme l'autre, hein, le projet européen, ça. Pareil, je trouve que, tu vois, pareil, bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Je critique pas, tu vois, Nicolas Vidal, mais le fait qu'ils mettent un sujet aussi capital, monétisable, remet même en question son média, tu vois. Après, je comprends, il veut faire vivre son média, c'est un métier pour lui, il en vit. D'accord. C'est tout ce qu'on a accès du média de Punch Media. D'inquiétantes pénuries pour 4000 médicaments s'accentuent à l'approche de l'hiver. Invité de François, Pierre-Olivier Variot, dirigeant de l'Union des syndicats pharmaciens officines, on a pu trouver la vidéo un peu ailleurs, a mis en garde contre une pénurie croissante de médicaments, y compris certains traitements essentiels, tels que les antibiotiques, les antidiabétiques. Dans cet article, vous pouvez consulter la liste complète des médicaments en pénurie, car le problème naît... 3 petits points. Et voilà.
Mais on voit la liste complète. On peut la voir sur le syndicat des pharmaciens, c'est ça? Dirigeant de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine. Parce que eux, les syndicats des pharmaciens, peuvent gérer encore la façon dont ils se redistribuent les stocks pour pouvoir essayer d'assurer. Mais c'est des micro-mesures, ça. Ils ne peuvent rien faire de plus. La production, elle, sur le territoire européen, ne serait-ce que le territoire européen, peut être décidée qu'en haut lieu. C'est pour ça que dans ces reportages, on s'est mis précisément juste les pharmaciens. Parce que sinon, il faudrait monter directement au créneau du gouvernement. Là aussi, on voit une certaine forme de complaisance des médias vis-à-vis du gouvernement. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On se concentre sur le bout de la chaîne. Non, mais je trouve ça quand même très scandaleux, en fait. Que c'est pas traité, que c'est... Il faudra qu'il y ait combien de médicaments qui manquent pour que les journaux se réveillent, moi? 5000 l'année prochaine? Quand ce sera visible, en fait. Oui, c'est visible auprès des pharmaciens, mais pas auprès de la population. Ouais. Chacun pense qu'il est le seul dans le cas à pas avoir son médicament. Mais quand ça va se généraliser que... on va qu'il y aura dire, vraiment non, désolé, on n'a plus paracétamol. d'insuline. Ouais. Ben, il y aura une vague alors de décès. Si on manque de choses comme l'insuline, la moindre crise fait Non, mais qu'il y aura... de toute façon, l'insuline, t'en as besoin pour régulariser ton diabète de type 2. C'est ce que je dis. À un moment donné, il va y avoir une telle pénurie qu'il y aura des morts en grande quantité, et il sera quand même trop tard, parce que le temps de relocaliser une production chimique à un tel niveau, reproduire à nouveau, je sais pas, ne serait-ce que 40%... On va peut-être avoir le droit à des images de sacs poubelles en guise de blouse. Mais les sacs poubelles et les masques, encore, c'est mignon, parce qu'on ne voit pas le lien direct avec la vie. Mais justement, c'est ça que le Covid devrait nous enseigner. C'est quand tu vois que quelque chose d'aussi finalement bénin, parce qu'avec les révélations qu'il y a eu dernièrement sur le Covid, où tu as Delfrécy qui annonce que, en fait, grosso modo, que les gouvernements ont menti en disant que le vaccin empêchait la propagation du virus. Il a clairement annoncé il y a une semaine. Bon, finalement, le Covid, moi j'en conclus que c'était bénin comme maladie. Mais le jour où il y aura vraiment une vraie maladie, oui. Tu vois, au niveau de la peste, ou... Je parle pas que la peste va revenir, quoique bon, avec l'arrivée des rats et des punaises, à Paris, pour les JO, c'est prolifère, c'est une belle, puis la population pour les JO, on a les arguments pour faire revenir la peste. Et l'amas de détritus et... mais là, le virus, il est là. C'est la gestion du profit par délocalisation. C'est déjà ça la maladie de la France maintenant. C'est l'absence de médication. L'absence d'accès à la médication. Et la Chine et l'Inde, pourtant, produisent de plus en plus. Mais c'est l'Union européenne qui a des problèmes avec eux parce que, d'abord, elle leur a donné le pouvoir, ensuite, elle ne peut pas récupérer aussi facilement ce qu'elle veut. On s'est tiré une balle dans le pied, ou alors on a donné notre corde pour se faire pendre. Et là, si on ne fait rien tout de suite, on est des otages, il n'y a pas d'autre terme. La santé des Français, des Non, après voilà, on va aller chercher les Américains, puis on va t'annoncer que le prix des médicaments coûte cher, et puis on va te raconter une connerie sur la Chine. C'est comme ça qu'ils vont s'en sortir. C'est comme ça qu'ils vont essayer, mais les Américains eux-mêmes ne produisent pas assez pour remplir la fonction de la Chine. Oh, mais ils peuvent augmenter, s'ils ont les usines qui sont déjà prêtes, ils peuvent très bien augmenter la production. En partie seulement. Ça n'empêchera pas qu'il y ait une vague de morts, j'imagine. Vagabond dit, et suite à cette vague, la demande baissera, donc problème réglé. Ça, c'est bien un plan pour le quinquennat de... Non, je vais pas finir cette phrase sur ce genre, cette scène sur cette phrase-là. Il n'y a rien à dire, de toute façon. Je pense que... Tout est déjà dit, et on ne peut pas en dire plus, parce que sur Internet, c'est difficile de trouver des informations plus précises. Quand on cherche le chemin d'où vient la pénurie, on dit il y a pénurie de matières premières quelque part, etc., et on ne parle pas plus.
Alors, t'as pas à être cynique, vagabonde, c'est normal. On l'est tous maintenant. C'est l'effet Je Macron. pense que c'est un mécanisme de protection pour ceux qui veulent bien accepter de voir la vérité en face des yeux, quoi. Parce que le cynisme est inévitable. Hein. Ah, on a cherché. Mais à part voir quelques contrats entre des entreprises françaises qui vont garder le siège et leur département de développement en Europe pour garder les brevets, comme a dit Yvan. Mais le reste de la production, on envoie ça en Inde, en Chine. Et puis le temps des brevets, c'est les temps de phase de test médicamenteux, surtout. C'est tout. Ça va pas plus. Donc en fait, ils sont pas distribués massivement. Non. Et puis, puis voilà, c'est dans la continuation dans la continuité de la recherche, tout simplement. Du coup, ça va pas s'arranger. Pas dans l'immédiat. Pas avec ce genre de nanomesures. Le cynisme est-il inévitable aujourd'hui? Vous avez 4 heures de vagabonde. Bon, en tout cas, on va arrêter ici pour ce sujet. Oui. On va arrêter de tirer sur l'ambulance. Elle a déjà plus d'essence. En tout cas, on espère que ce sujet vous aura intéressé. Et si on vous inquiète, désolé aussi. Mais n'hésitez pas à ajouter dans les commentaires, parce que la vidéo va aussi atterrir sur YouTube et elle peut faire réagir, donc discutez entre vous. N'hésitez pas à partager les vidéos, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et puis pareil, souscrire nos chaînes Twitter ou YouTube, tout simplement. Vous venez tout simplement sur Twitch tous les mercredis à 19h.